Bonjour Guillaume. Merci d'accepter de faire cette interview pour le Monde des Rêves. Et donc aujourd'hui, on va parler de Janos, votre premier bouquin. On va se tutoyer. On peut se tutoyer. Dis-moi, Olivier, comment es-tu arrivé à l'SF? Qu'est-ce qui t'a amené justement à apprécier cette littérature? La SF, j'en lis depuis très très longtemps. Je crois que le premier bouquin de SF que j'ai lu, qu'est-ce que c'était? C'était du Christopher Priest. Et là tout de suite évidemment ça m'échappe, le fameux Le Monde Averti. Le Monde Averti. J'avais atteint l'âge de 1000 km Oui, avec la fameuse phrase d'introduction. Ça m'avait marqué. Tu t'es baigné dans la SF vraiment depuis l'âge de 10 ans. Et d'ailleurs, je lisais des bouquins de SF qui n'étaient pas du tout de mon âge, que je comprenais pas d'ailleurs. J'avais essayé des bouquins de Silverberg qui étaient assez ardus. Je m'étais dit, j'ai rien compris. J'avais essayé de lire aussi Dune à 12 ans. J'avais pas compris grand chose non plus. Et puis ensuite, j'étais revenu. Ouais, mais c'est vrai que j'étais un bon geek en fait. J'avais mes bouquins de SF que je comprenais pas toujours. À côté, je lisais mes comics, là, les Strange, les Titans, Spécial Strange, tout ça. Est-ce que tu lisais aussi un petit peu les précurseurs de la SF, Wells, Verne? Alors, ouais, Jules Verne, oui, j'avais commencé par Jules Verne, enfin tous. J'aimais bien la scène de torture dans Michel Strogoff, là, avec la... Ah oui, c'est les yeux, non? Avec la lame chauffée à blanc devant les yeux. C'est ça. Voilà. Et bon, là, il y a un spoiler, mais en fait, il pleure, donc il n'a pas les yeux vraiment brûlés. Donc, pour ceux qui l'ont pas lu... Du coup, je vais pas le lire. Non, je l'ai lu aussi, ouais. À une époque. Un gros pavé, d'ailleurs. Un gros pavé, ouais. Wells, j'avais bien aimé, ouais, la guerre des mondes, la machine à voyager dans le temps, ouais, tout ça, j'avais bien aimé. Du Barjavel, évidemment, Barjavel qui était assez accessible. Et puis sinon, on va dire, dans le plus léger, il y avait tout ce qui était Philippe Ebli, Les Conquérants de l'Impossible, qui était très sympa à lire. Et même en Golden Age US, qui était aussi relativement facile à lire, c'était la saga des Hommes-Dieux de Philippe Joseph Armer. Là aussi que j'avais lu très jeune et que j'avais beaucoup aimé. La saga du fleuve aussi. La saga du fleuve, ouais. Le ouais. cycle du fleuve avec Sir Richard Francis Burton. Oui, et puis Himmler aussi. Voilà. D'autres célèbres personnalités. Avec Goering, tout ça, ouais. qui était... Ouais, le cycle du fleuve est vraiment intéressant. Ouais. Ok, donc ouais, c'est pas mal de SF classique aussi, et puis de SF assez dur qui t'a permis de rentrer dedans et justement de persévérer. Ouais, tout à fait. Jusqu'à avoir l'envie d'écrire un bouquin. Exactement. Et c'est vrai que l'envie, comment dire, elle était là depuis longtemps, mais il fallait que ça mature un peu, que je me sente les épaules de commencer un bouquin et de le finir. Donc du coup, ça a pris un peu de temps. Et c'est vrai que j'ai pas fait le circuit classique où on fait d'abord des nouvelles, on les envoie, on essaie de s'affiner un peu. Moi, j'y suis allé un peu directement, un peu brutalement, avec un pavé de 500 pages. Donc, c'est clair. Et ouais, du coup, alors tu as écrit Janos, Singularité nue, chez Mnemos, ton premier roman, qui se situe en même temps dans un futur proche, pas si proche que ça finalement. Et tu as choisi un peu la art science. Ouais. Pourquoi? Peut-être en hommage à certains auteurs ou parce que c'est un de tes sujets de prédilection? Alors en art science, c'est vrai que moi j'aime bien les grands maîtres actuels, Stephen Baxter, mais avant, même si tout le monde ne le classe pas en art science, pour moi Arthur C. Clarke est aussi assez quand même plutôt dans ce genre. Et en fait, je me suis dit que pour l'instant, c'est vrai, un auteur français ne s'était pas encore frotté à ce genre-là. Et moi, je voulais faire une science-fiction, on va dire, assez plausible et réaliste. On dit toujours que la science-fiction, c'est, selon l'appellation consacrée, c'est la suspension temporaire d'incrédulité. Oui. Et moi, je voulais que la suspension, elle soit un peu plus que temporaire. Je voulais que ça soit vraiment ancré dans quelque chose d'assez plausible. Tu reprends un peu le terme de Raphaël Colson qui dit justement la science-fiction, c'est la littérature du réel finalement, ancrée dans un monde concret, le nôtre, et avec des extrapolations scientifiques, pour ce qui est de la science-fiction, on va dire de base, avec une certaine rationalité. Ouais.
Et donc c'est ce que tu as voulu. Oui, tout à fait. Je voulais qu'il y ait une grande réalité dans les situations décrites pour que tout ce qui va avec, la psychologie des personnages, la mécanique narrative, ne paraissent pas, on va dire, fabriquées, mais qu'on arrive à s'identifier assez rapidement aux personnages et à leurs problématiques. Oui, donc dans Janos, qui se passe du coup à différentes périodes historiques, Ouais. enfin, l'échelon temporel, disons, varie de chapitre en chapitre. Ouais. Ces coupures, ces morcellement entre différents chapitres, c'est voulu ou... Alors oui, c'était totalement voulu, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup plu à mon éditeur, à Frédéric Weil, puisqu'il a trouvé que la construction qui était, on va dire, apparemment éclatée, mais qui respecte une très grande logique, puisqu'à chaque fois, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle qui se mettent en place. C'était vraiment un choix, et puis c'était aussi, je dirais, l'esprit du livre, pour montrer qu'il y a, c'est un peu comme en physique quantique, tu as des parcelles de réalité qui peuvent se superposer, qui ont des influences les unes sur les autres, et c'est qu'une fois que tu vois un peu l'ensemble qui est empilé, que tu arrives à saisir la forme générale d'un objet ou d'une situation. Donc c'était vraiment une volonté, mais c'est vrai que ça fait une construction qui est assez originale et qui est pas très courante dans les romans de SF qui peuvent être parfois un peu plus linéaires. Et est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ton livre pour nos lecteurs? Alors mon pitch favori que je sors généralement à la mère de famille qui s'égare dans les rayons SF des grandes surfaces, c'est Madame, avez-vous vu Interstellar ? Et je lui dis généralement, mais en fait, j'ai écrit quelque chose de beaucoup mieux, et bien avant, donc je pense faire un procès à Hollywood. Non, le pitch, plus sérieusement, c'est déjà la manifestation d'un objet cosmique qui est extrêmement menaçant, donc un trou noir, on entend parler. Ça se passe toujours dans des galaxies très lointaines, des millions, des milliards d'années-lumière. Voilà, donc c'est quelque chose qui à la limite est abstrait pour nous. Donc j'ai voulu imaginer que, on va dire, ce grand dévoreur cosmique qui est très éloigné apparaît brutalement dans notre système solaire. Et évidemment, la première question, c'est quelle va être la réaction de l'humanité face à ça. Donc réaction évidemment d'abattement devant une menace apocalyptique, et évidemment ce qui est intéressant c'est d'imaginer ce qui pourrait se passer. Le livre n'est pas du post-apo, c'est pas, ça m'intéressait pas de décrire uniquement l'effondrement des sociétés. D'ailleurs, les sociétés résistent assez bien dans le roman, mais c'est plutôt je dirais, les destinées humaines qui vont se nouer autour de cet événement. Oui, tu développes pas mal de thèmes dans ton bouquin, assez métaphysique, comme on parlait tout à l'heure, ouais. Et assez aussi des thèmes sur la spiritualité, la religion. Tu crées pas une secte, mais ce qu'on appelle le mouvement. Est-ce que tu as voulu intégrer justement cette notion de tous les thèmes dans ton bouquin, notamment cette notion de spiritualité? Oui, tout à fait. Alors, je dirais d'ailleurs, c'est un bon thème pour André-François Rieu ou Raphaël Colson, c'est la spiritualité ou la religion dans le monde de la SF. C'est quelque chose qui a été pas mal exploité. Mais effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment un mouvement un peu sectaire pourrait s'emparer de l'apparition justement de cet événement cosmique, et quelle serait l'interprétation qu'il pourrait en faire. À partir de là, il se passe pas mal de choses. Ça renvoie aussi au film Contact. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans Contact, Jodie Foster est confrontée à Matthew McConaughey, qui joue un grand prédicateur. Et donc on voit qu'il y a les deux sensibilités. Il y a la sensibilité justement rationnelle, scientifique, par rapport à on va dire une sensation qui est beaucoup plus
empathique, spirituel. Et en fait, les deux visions vont en quelque sorte s'affronter et chacune va chercher à se justifier par rapport à l'autre. Donc on voit que par rapport à un événement, du fait de la subjectivité, on peut avoir des interprétations vraiment très différentes. Et évidemment, le mouvement joue un rôle important dans l'intrigue, cela va de soi. Tout à fait. Il y a un bouquin qui me vient à l'esprit, mais non, mais oui, il y a justement aussi un mouvement, pas un mouvement, mais c'est justement tout un phénomène de... Ah bah si, c'est dans le bouquin justement de Raphaël Granit-Cassagnac. Oui, dans Eternity Inc. Oui, tout à fait. Ouais, allez. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu pas mal de remarques sur Raphaël Granier et vous êtes chez Mnemos. Eternity est sorti avant. Il y a beaucoup de thèmes communs, justement, effectivement, autour de la spiritualité, du transhumanisme, ce type de choses. Et bon, évidemment, Raphaël n'a pas pu lire mon livre puisqu'il n'était pas sorti. Et moi, je n'ai découvert son livre qu'après avoir sorti le mien. Alors que, et c'est vrai d'ailleurs qu'on est sur les mêmes thématiques. Je dirais un peu de façon fortuite, mais ça montre bien qu'on est. Son bouquin va plus être cyberpunk. Il est un peu plus cyberpunk, tout à fait. Il est un peu plus cyberpunk. Plus centré sur le transhumanisme. Disons que c'est plus apparent dans son texte. Ouais, c'est plus apparent, ouais. Et je veux revenir sur un aspect aussi de János, c'est que on se balade pas mal dans le monde, dans l'espace aussi, évidemment, bien sûr, et toute une partie dans l'espace. Et du coup, c'est aussi un parti pris de vouloir un peu... Oui, alors c'est un parti pris. Puis c'est vrai que dans János, on se promène beaucoup. On se promène en Afrique, donc au Bénin, en Asie, au Vietnam. Et tout ça, ce sont bien évidemment des scènes tirées de mon vécu. Alors ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque effectivement, je n'ai pas fait de sombre trafic au Bénin. Mais effectivement, c'est quelque chose que je voulais qu'il y ait des scènes effectivement dans l'espace qui soient à la fois marquantes et des scènes sur Terre qui changent un petit peu des lieux communs du thriller anglo-saxon en ayant uniquement des grandes cités, des grands espaces urbains qui sont souvent décrits. Je voulais aussi l'ancrer dans une réalité humaine qu'on a moins l'habitude de voir décrite dans des romans de SF ou même dans des romans tout court. Donc, puis évidemment, le fait d'être allé sur place, d'avoir vécu des situations similaires, d'avoir entendu les gens parler, d'avoir écouté de la musique localement, ça aide à donner une grande réalité aux scènes. Voilà, la façon de parler, aux petits détails qui font que les personnes qui connaissent les pays vont se dire bah oui, effectivement, il y est allé, il sait de quoi il parle. Puis ça fait également des respirations dans le roman. Et enfin moi je trouve que ça donne une certaine chaleur. Il y a l'opposition avec le vide spatial, la menace de la singularité, donc quelque chose qui est très froid, glacial, un peu morbide, et puis des scènes qui sont plus chaleureuses, plus humaines, qui se passent en Afrique, en Asie, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on passe en Asie le long du Mékong. Oui. Comment j'ai repéré ça Comment est née un peu l'idée de ce bouquin Alors, l'idée du livre, elle est vraiment partie sur rien du tout. Elle est partie sur une idée extrêmement simple. Un astronaute revient et il est un peu déphasé. Et à partir de là, il y avait tout à bâtir. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, j'ai lu, évidemment, c'est traité sur un mode très réaliste, j'ai lu L'homme nu de Dan Simmons, où là, c'est un très bon bouquin, faut vraiment le lire, qui est très psychologique, alors qui n'est pas du tout dans épouvante ou SF, mais pour le coup qui est vraiment très humain. Donc un astronaute revient, il y a une histoire, je dirais un peu connexe avec son fils qui a disparu, qui s'est un peu échappé en Inde. Et en fait, il est totalement déconnecté. Alors, bon, j'ai lu L'homme nu après avoir rédigé Singularité, nu d'ailleurs. Singularité nue. C'est aussi une belle coïncidence. Tu cites non, dans ton bouquin à un moment. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est un peu peut-être en hommage à Hyperion. Alors Hyperion, je dirais que je place
vraiment très très haut. Ah, il est très haut. Et voilà, effectivement, ensuite j'ai découvert que Dan Simmons avait traité ça, mais sur un mode très, très réaliste. Tandis que moi, je voulais faire quelque chose qui soit beaucoup plus SF, et puis avec un côté thriller, avec une intrigue, voilà. Puisque dans L'Homme nu, c'est super à lire, hein. C'est un bouquin formidable, mais c'est quelque chose de très linéaire et très psychologique, hein, voilà, donc, mais on se sent bien, quoi, après avoir lu ce bouquin. Ton bouquin rappelle peut-être un peu aussi Peter F. Hamilton, par certains côtés. Oui. Est-ce pas voulu, mais as-tu lu déjà du Peter F. Hamilton ou... Alors j'en ai lu, mais il y a très très longtemps. Mais effectivement, tout ce qui est phénomène astrophysique, sphère de Dyson, bon, c'est un très grand, c'est un très très grand. Après les bouquins de Peter Hamilton sont un peu moins centrés en art science. Par rapport à toi, par rapport à Janos. Et puis ça se passe dans un futur, qui est beaucoup plus lointain, mais beaucoup plus lointain, oui, c'est ça. Mais il y a un petit côté quand même, Peter Hamilton. Oui, tout à fait. Il y a, sur les scènes spatiales, effectivement, il y a quelque chose. De toute façon, en SF, on lit beaucoup. Moi, j'ai aussi essayé d'être proche je dirais, de l'humanisme de Silverberg lorsqu'il décrit ses héros. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. De Dan Simmons, j'essaie effectivement de capter un peu l'énergie, le dynamisme qu'il met dans les scènes. La partie que j'ai poussée plus loin, c'est de la hard science, qui parfois est encore plus hard science que Stephen Baxter, qui met pourtant déjà le curseur assez haut en termes... T'arrives pas peut-être au level de Greg Egan. Voilà, c'est ça. Alors là, Greg Egan, Pareil, la cité des permutants, tous les recueils des intégrales raisonnées nouvelles. Ouais, tout à fait. Les mécanismes quantiques et tout ça. Océanique. D'ailleurs, toujours un peu avec le quantique dans ton... Ouais, tout à fait. Le quantique, quelque part, c'est un petit peu la baguette magique de l'écrivain SF. Quand il doit se produire des choses un petit peu mystérieuses, mais auquel il faut quand même donner une coloration scientifique, la physique quantique marche pas mal, hein. Et d'ailleurs, même Dan Simmons, dans L'Homme nu, utilise un peu cet artifice à un moment donné, alors que ça arrive de façon un peu surprenante, mais avant c'était assez simple, hein. Il y avait des fusées qui, évidemment, dépassaient la vitesse de la lumière, tandis que maintenant on cherche des explications un peu plus... Alors c'est marrant parce que tous les auteurs de hard science sont des scientifiques à la base. Oui. C'est une règle. Est-ce que ça s'applique à toi ? Ah, pas du tout, hein. Mais vraiment pas du tout. Effectivement, je me suis dit, tu vas te lancer dans quelque chose qui est très hard SF. T'es pas astrophysicien, t'es pas mathématicien. Pour vraiment être crédible, il faut lire, il faut se documenter, il faut confronter les idées. Je lis beaucoup en fait tous les ouvrages un peu de référence, donc d'Aurélien Barraud en astrophysique, de Max Tegmark, que je cite d'ailleurs à la fin de Janos. Et tout ça, on apprend énormément de choses. Je dirais c'est un peu la force du romancier. On arrive aussi à mettre en relation des choses qui ne sont pas naturellement adjacentes, pour employer un terme propre comme Monsieur Priest. Oui, très grand. Qu'on a chroniqué d'ailleurs sur Mon Rêve. Ah oui, moi j'adore. Jason est incroyable. Ouais. Il est charmant, et il est charmant en plus. Et donc je dirais l'intérêt du romancier, c'est de mettre en relation des théories qui vont être mathématiques, physiques, et d'extrapoler et d'imaginer évidemment quelque chose de nouveau, dont le caractère scientifique n'est pas avéré, mais qui reste plausible. C'est un petit peu le côté grand bluff de l'écrivain. Et pour en venir justement à ton process un peu d'écriture, comment s'est déroulé un peu justement cette écriture de roman, combien de temps ça peut te prendre, quelles sont un peu tes méthodes de travail et d'écriture ? Alors déjà, il n'y avait pas de technique, hein. Il y avait pas, comme c'est un premier roman, on a toujours beaucoup d'idées au départ. Donc je dirais les 100 premières pages, ce qui est déjà beaucoup, les 100 premières pages se font quasiment d'un jet. Où il y a des idées qui arrivent et puis il y a quelque chose qui se dégage. Donc la première phase était vraiment, je dirais pas papier libre, mais quasiment. Et ensuite, on se dit,
Mais où est-ce que je veux arriver? Où est-ce que je veux arriver à partir de toutes ces idées qui sont sympathiques, de ces personnages Ah oui, c'est ça, et ça, il faut bien insister dessus. Une fois que tu crées les personnages commencent à vivre par eux-mêmes. Donc, tu les maîtrises plus. Ils sont un petit peu en concurrence. Il y en a un qui se dit, bah, moi, je suis quand même plus intéressant que lui. Je mériterais de devenir un personnage principal et pas un personnage secondaire. Donc, finalement, il t'échappe un petit peu. Et ensuite, bah, il faut tous les remettre un peu dans le rang en disant, d'accord, mais toi, je pense que après la 3e partie, tu serviras plus à grand-chose. Donc, on va la mettre un petit peu en veilleuse. Et donc ensuite, il y a tout un travail, je dirais, de structuration qui, là, pour le coup, était indispensable parce que j'ai des trames temporelles qui sont imbriquées. Ça n'apparaît évidemment que si on lit très attentivement le bouquin et qu'on se fait une grille de lecture très précise. Mais il y a bien un rythme dans le livre avec des trames principales, des trames secondaires qui apparaissent. Qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres, et tout ça c'est un peu comme une partition de musique quelque part. Et donc c'était assez ambitieux pour un premier roman, mais une fois de plus c'est ça qui a bien été capté par l'éditeur et qui la construction originale je dirais lui a plu autant que l'histoire. Un petit moment pas de dépression, mais voilà, un petit moment de solitude, ouais, un petit moment de solitude. Sur le fait de finir, est-ce que c'était important pour un auteur de commencer puis de finir? J'en sais quelque chose. Il y a l'angoisse de la page blanche sur. Non, mais ça s'est bien passé, mais moi le conseil que je donne, c'est au début, allez-y, n'essayez pas de structurer à l'extrême. Vous verrez bien les lignes de force qui vont se dégager, les trames qui vous paraissent intéressantes, enfin ce qui vous paraît intéressant, et puis ensuite structurer, mais pas faire l'inverse, parce qu'ensuite, sinon on risque d'arriver dans quelque chose de trop formaté. Dès le départ et de gâcher un petit peu le côté créatif, spontané. Voilà, il faut garder une spontanéité dans les, je dirais peut-être pas dans les 100 premières pages, parce que 100 pages, on prend déjà un certain risque, mais au moins dans les 50 premières. Et essayer de se structurer après coup. Ouais. C'est au bout de 300 pages. Voilà, c'est ça. C'est Bordage qui disait, au départ, il écrivait des romans où il partait en feeling comme ça, un peu n'importe comment, et au cours de route, ces personnages changeaient de prénom. Et du coup, est-ce que tu as des projets d'écriture en ce moment ou pour bientôt? Alors, j'ai plus que des projets. Là, j'ai des manuscrits. Alors, j'ai un manuscrit qui est achevé et un autre, on va dire, qui est déjà bien entamé. Je peux pas en dire beaucoup plus. Il y en a un, c'est du space opéra, mais toujours avec la même trame, un petit peu humaniste, mais quelque chose de plus classique que Janos, qui reste, qui est quand même un petit peu un ovni en termes de livres. Et par contre, j'en ai un autre qui est encore plus un ovni que Janos, si je devais le décrire. C'est de l'anticipation thriller anthropologique. Voilà. Ok. C'est un nouveau genre. Non, dans un monde futur proche, un thriller, donc un peu polar. Ouais. Puis anthropologique, donc c'est ce qui peut mettre en lien avec des sociétés. Ouais, tout à fait, sociétés primitives. Ouais, tout à fait. Ouais. Cool, intéressant. Voilà, et tout ça pour celui-là, il a été largement inspiré par tous les films qu'on a. Alors, films années 80, un petit peu datés, mais La Dernière Vague de Peter Weir, qui se passe en Australie avec les aborigènes qui, là aussi, qui anticipent un événement particulier. Il y a une certaine agitation, il y a le monde des rêves qui se révèle à eux, et également Au-delà du réel avec William Hurt, qui est un anthropologue américain qui, à l'aide de drogues, on va dire de substances hallucinogènes, au Mexique, essaie de revenir à une sorte d'état primal. Voilà. Donc, moi, je suis pas mal dans la mouvance de la SF des années 70, 80, les Ian Watson, etc. Tous ces auteurs de SF qui étaient... Kresnik aussi, Aussi, hein, mais que je connais... Kresnik, on est en Afrique.
On est dans l'anticipation, Oui, dans le thriller et dans l'anthropologie. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de. Oui, tout à Genre, fait. Kirinega, l'Infernal Comédie. L'Infernal Comédie, qui a été réédité chez ActuSF. Ouais. On est dans l'anthropologie, justement, sur les peuples africains et on revoit le futur. Oui, tout à fait. Ça fait partie des. Je dirais, la SF a quand même des racines, on va dire, mythologiques, légendaires, qui sont. Alors, c'est moins marqué que dans la fantasy, mais il y a quand même toute cette partie-là qui nous parle, qui m'intéresse. Oui, c'est-à-dire, tu n'as pas posé la question, mais du coup, je t'avais posé la question sur ce que tu lisais de la SF depuis tout petit. Qu'est-ce qui t'attire dans la SF, justement Ce qui m'intéresse toujours dans la SF, c'est que c'est une littérature qui est très libre, à la fois dans la forme, dans les idées, et du coup, ça permet d'aborder un certain nombre de thèmes, je dirais sérieux ou non d'ailleurs, qu'on ne va pas rencontrer forcément dans la littérature blanche. Alors c'est vrai que des fois, il y a des côtés un petit peu... il y a des modes, hein, il y a eu le cyberpunk, il y a eu ce type de choses. Oui. Et maintenant, je crois qu'une des tendances, une tendance de fond, c'est un peu la fusion, je dirais, entre SF et littérature blanche. On voit Tristan Garcia là, qui a sorti une nouvelle, des nouvelles d'anticipation, alors qu'il est quand même très marqué littérature blanche. Donc je te disais là qu'en ce moment, là, je suis en train de dévorer Michel Faber, là, le livre des choses étranges et nouvelles qui est vraiment formidable. Et c'est de la SF, mais c'est aussi une interrogation beaucoup plus fondamentale sur est-ce que notre spiritualité, nos religions seraient transposables auprès d'une intelligence extraterrestre, ce qui est quand même une question intéressante. C'est ça, hein. Voilà, et qui apporte aussi un éclairage aussi sur la façon dont on se tape joyeusement sur la gueule pour des histoires de religion. Donc ça aborde vraiment des thématiques qu'on trouve nulle part ailleurs. Ok. Et pour terminer, j'ai 2 questions. Alors, je vais me la jouer avec ActuSF. Ouais. Quelles sont tes dernières lectures qui t'ont marqué ? Alors, qui m'ont marqué, alors pour être... et c'est vrai, c'est pas parce que c'est mon éditeur, mais j'ai trouvé que Les Nefs de Pangée de Christian Chavassier était vraiment un super bouquin sur la narration, sur la richesse du langage. Donc vraiment, ça m'a... ça m'a bien marqué. Je me suis dit, il y a vraiment des choses intéressantes en SF française qui se font. Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors au cinéma, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je recommande Midnight Special, qui est un excellent film de SF. Je dirais, si je devais la résumer, c'est E.T. est devenu grand. Ceux qui le verront comprendront ce que je veux dire. Je te conseille pas X-Men, le dernier. Non. Je te conseille pas non plus Gods of Egypt. Ah. Ça a l'air d'être un gros nanar quand même. C'est un super nanar. Et la question qui tue, est-ce que tu as des plaisirs coupables ? Tout à fait. J'adore les films qui sont soit des purs nanars, soit à la limite du nanar, mais qui sont à la fois, je dirais, qui sont dérangeants, mais parfois drôles. Donc... Alors, et j'en ai un certain nombre. Est-ce que Silent Running fait partie de ça ? L'âge de cristal ? Non, Silent Running. Je confonds avec le Guns Run. Non, Silent Running, je ne l'ai pas vu celui-là. Il est pas mal. C'est une fable écologique derrière. C'est sur une autre planète. Mais sinon, un exemple ? Un exemple, qu'est-ce que j'ai vu de très très drôle ? J'ai vu John Dies at the End, avec une sorte d'intrigue... assez incroyable, à base d'une potion un petit peu hallucinogène qui s'appelle la sauce soja, qui permet de voyager entre des univers temporels différents, en rencontrant des personnes ayant 3 yeux. Mais il y a vraiment de très très grands nanars. Hein. Je t'enverrai une liste de choses assez incroyables. Et parmi les films, je dirais sérieux à la limite du nanar, donc je recommande le très regardable Under the Skin avec Scarlett Johansson, adapté d'un livre de Michel Faber, une fois de plus. Et le film, je pense que la plupart des personnes le prendront comme un nanar, mais il est réellement intéressant.
Il est assez indescriptible. Je pense que c'est un des films les plus étranges que j'ai vus. Voilà. Sinon, ça se passe en Écosse avec une extraterrestre. Je n'en dis pas plus. Même l'Écosse, hein, donc je note le film. Je mettrai à la fin de l'article. L'intervieweur adore l'Écosse et a bien aimé. Ah, mais je cherche le film là, avec The Rock. Il y T'as en un a film. plein avec The Rock. Non, non, mais pas le roi Scorpion, mais avec The Rock Ming. non, un truc incroyable. Et t'as Christophe Lambert qui joue dedans, et c'est très. Je t'enverrai la référence, faut que tu le vois. Il y a Christophe Lambert et The Rock dedans. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas le roi Scorpion? C'est pas le roi Scorpion, Christophe non, Lambert, non, c'est un film de SF. C'est un film de SF. Je te l'enverrai. Il est formidable. Non, il est vraiment formidable. Ah oui, parce qu'il a fait pas mal de nanars, oui, c'est vrai. Ouais. Mais pas dans une prison? Non. Ça enregistre toujours. Oui. Non, mais c'est parfait. Ce serait rigolo quand je réécouterai ça avec mon casque. Quand il réécoutera le truc, Pour bosser. il va rigoler tout Caméra seul. plus sinon, je vais écrire ça ici. Musicalement. Musicalement. Qu'est-ce que t'écoutes, Alors, hyper éclectique. Alors, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute de tout. J'écoute alors, je peux discuter avec Morgane de Rammstein. Là, au Futurial, j'ai vu Karim Berouka et je lui ai dit que j'avais été un grand fan de Ludwig von 88. Ah oui, c'était le chanteur. Toujours le chanteur, ouais. Info et pub. Les Ludwig von 88 se reforment pour quelques dates et ils seront à la fête de l'humanité. Ah bah j'y serai. Ça va être génial. Donc ça va être très très sympa. J'y serai de toute façon. Non, sinon alors qu'est-ce que moi j'écoute des choses. J'aime bien tout ce qui est un peu psyché rock, du MGMT. MGMT j'aime beaucoup. Et du rock psyché aussi, Cream. Ouais, mais ça c'est un peu vieux. Ça c'est un petit peu vieux. Moi c'est plutôt du. J'aime bien Beach House, qui est pas mal, qui est un groupe de Baltimore qui est très sympa. Off Montréal, qui est un groupe de Géorgie, de Géorgie aux États-Unis, pas de Géorgie en Russie. Non, j'écoute vraiment un peu de tout, mais j'écoute du Sufjan Stevens. Enfin, j'aime bien les ambiances, on va dire, les ambiances un peu immersives dans la musique. En français, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute des trucs marrants. J'ai écouté du Arnaud Florent Didier. Alors, ça, c'est à découvrir. Parce que ce sont alors, déjà, les mélodies, c'est des mélodies, tu sais, un peu à la Jarre, mais le père, pas le fils, à la Maurice Jarre. Donc ça fait 13 années 60-70, musique de film avec des textes qui sont très ironiques, très caustiques. Donc je te recommande la reproduction par Arnaud Florent Didier. C'est écouté avec des titres mémorables comme le risotto aux courgettes. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de sympa? Du Christophe. Moi j'aime bien Christophe. Voilà, pas seulement les mots bleus, mais voilà. Du coup, un peu de tout, quoi. Ouais, un peu de Bachung aussi. Bachung. Voilà. On est bien. Dernière question qui tue. Qu'est-ce que tu fais le samedi matin? Les courses. Les courses. Ah ben voilà, ça sera noté. Avec un point d'exclamation. Ça ne dérange pas, hein. C'est drôle. Comme quoi, un auteur de science-fiction. Ah ouais, Fait ses courses. Ah bah oui, on est ancré dans la réalité. Bon bah merci en tout cas. Merci, c'était très sympa. Olivier. C'était très sympa. Nous avons reçu pour le monde des rêves et puis espérons que cette interview rock'n'roll t'aura plu. Bah ouais, tout à fait. Oh, on s'est pas trop lâché, on a été raisonnable. Faut que ça soit publiable ensuite. On va dire que dans un schéma classique, je commence en général par rechercher des références. Donc des photos, même sur Google Images, qui vont m'aider. Par exemple, lorsque je voulais faire le dragon, j'ai cherché...